Et on va pouvoir attaquer la deuxième partie de cet après-midi avec un temps consacré à quelques initiatives autour de solutions contre les violences faites aux femmes. On va voir ici plusieurs initiatives des associations locales, entre autres. Donc dès que vous serez assis, venez vous asseoir devant, voilà. On va demander aux invités de venir me rejoindre. Alors, on va commencer avec Mélanie Mounouri, directrice du CASSIS, le Centre Accueil Consultation Information Sexualité. Elle nous présentera aussi la maison est là, donc si vous voulez vous rapprocher, voilà, bravo. Le docteur Marie Soulin, médecin urgentiste aux urgences et SAMU du centre hospitalier de la Côte Basque. Elle est aussi référente des violences conjugales. Avec vous, Julie Valère, je crois que vous travaillez ensemble, donc voilà. Vous allez vous sentir moins seule, voilà, toutes les deux. Merci Julie d'arriver. Claire Sabalo, Françoise Bénard et Sophie Bedouc, trois dames qui représentent le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Voilà, j'en ai vu passer une, deux, trois, très bien. Et on aura aussi avec nous Cédric Péouan et André Yarté pour l'association Aterbea, l'association, voilà, monsieur qui ose venir s'installer autour de cette table. Voilà, tout le monde a pris place, très bien. Alors on est ensemble pour une petite heure, avec la parole qui sera donnée à chacun d'entre vous. On peut commencer avec vous, Mélanie. Alors, Mounouri, vous allez nous présenter, je crois, l'association CASSIS et nous parler aussi de la maison Ella. Alors, vous allez prendre un micro que vous avez sur la table, parce que pour que la salle puisse vous entendre, voilà, et vous parlez bien près du micro. C'est fait. Alors, donc en effet, oui, je vais vous présenter d'abord le CASSIS et ensuite la genèse du projet de la Maison d'Ella et la Maison d'Ella qui a ouvert le 5 février dernier. Donc le CASSIS est une association qui a été créée en 1981 par des habitants du quartier du Grand Parc à Bordeaux, quartier qui est situé dans une zone politique de la ville. Et donc les créateurs étaient des travailleurs sociaux, des médecins du quartier, des représentants associatifs qui ont eu envie en fait de créer un lieu pour les femmes, en tout cas pour qu'elles aient accès à des consultations gynécologiques à l'époque. En 84, on est agréé Centre de planification et d'éducation familiale. D'ailleurs, on est la seule association sur la Gironde qui est Centre de planification et d'éducation familiale. Les autres centres étant gérés soit par des hôpitaux, soit par le conseil départemental en régie directe. Donc, depuis, nous avons développé d'autres activités. Nous faisons de l'accueil et de l'accompagnement de personnes. Nous avons bien sûr une consultation gynécologique et de planification familiale. On réalise environ 2000 consultations par an. On fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est une obligation quand on est centre de planification. On voit à peu près 4000 jeunes par an dans des lycées, dans des collèges, dans des établissements médico-sociaux, en particulier auprès de jeunes qui ont des handicaps psychiques. Nous faisons aussi du soutien à la vie affective et sexuelle et à la parentalité pour les adultes. On voit environ 800 adultes par an. Et nous faisons aussi de la formation pour les futurs professionnels et les professionnels en poste. Voilà pour le CASSIS. Donc une équipe pluridisciplinaire ayant l'habitude de croiser les regards entre les travailleurs sociaux, les gynécologues, les sages-femmes et les généralistes qui travaillent pour nous. La genèse de la Maison d'Ella, c'est d'abord un constat qu'au sein de notre consultation, nous avions beaucoup de femmes qui étaient concernées, enfin en tout cas qui avaient vécu des violences, alors des violences conjugales, des violences
intrafamiliales, des agressions sexuelles et des mutilations sexuelles, et on était repérés, on va dire, par nos partenaires pour accueillir et prendre en charge ces publics. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens sur le centre de planif de les prendre en charge comme il fallait. Donc, d'où l'idée de créer une structure. La genèse du projet, c'est aussi une rencontre avec le docteur Hada Temganzer de l'hôpital de La Fontaine à Paris, en Seine-Saint-Denis, qui a créé la Maison des Femmes. Elle dirigeait un centre de planification et d'éducation familiale, et elle a eu l'envie d'ouvrir 2 services, un spécialisé sur les mutilations sexuelles et l'autre pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Et en la rencontrant, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes publics dans nos centres de planification, mais qu'on partageait aussi une certaine éthique et une certaine façon aussi de recevoir les publics. Et on a eu très envie de créer un centre de planification avec ces services supplémentaires. La genèse de ce projet, c'est aussi un contexte politique avec les annonces d'Emmanuel Macron en novembre 2017, qui annonçait l'ouverture de 10 centres de prise en charge sur le psychotrauma. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est demandé même si on n'allait pas déposer un projet pour être centre ressources sur la Nouvelle-Aquitaine sur le psychotrauma, qui au départ, quand Emmanuel Macron a annoncé ces mesures, était plus sur les violences faites aux femmes, et au final, l'appel à projet a évolué entre-temps et a été quelque chose de beaucoup plus général sur toutes les violences ou les attentats, etc. Enfin, bref. On a décidé de lancer, enfin en tout cas de commanditer une étude sociologique pour voir si ça avait un réel intérêt de créer ce type de structure en Gironde. Et donc on a 2 sociologues qui ont planché sur les ruptures de parcours des femmes prises en charge quand elles étaient victimes de violences, et on s'est rendu compte que oui, en effet, il y avait un certain intérêt à créer une structure comme la Maison d'Ella. Et par ailleurs, on s'est aussi appuyé sur un rapport qu'avaient écrit des étudiantes en Master 2 du droit des personnes et des familles, et qui avaient dit qu'il serait bien de créer une structure où différents types de professionnels en lien avec le traitement des violences au sein du couple pourraient être réunis. La Maison d'Ella, c'est une offre de soins pluridisciplinaire dans le but d'accompagner sur la durée les femmes victimes de violences, enfin victimes de psychotraumatisme, qu'ils soient dus à des violences physiques ou des violences psychiques et ou sexuelles. Mais c'est aussi l'idée de participer à la création d'un réseau associatif qui porte des projets pour les femmes victimes de violences. D'autant que, alors on n'a pas eu de centre de ressources en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a un projet qui est à nouveau en cours, là, qui est à nouveau alors financé par l'Agence régionale de santé pour créer quand même un centre de ressources sur le psychotrauma en Nouvelle-Aquitaine. Et donc notre idée, c'était aussi de faire entendre la voix des associations à travers ce projet-là. Voilà. Dans les objectifs opérationnels, donc c'est bien sûr donc, la prise en charge sur la durée dans un même lieu de toutes les femmes victimes de violences, quelles que soient les violences. Une prise en charge globale psychologique, sociale, médicale. Donc vous voyez à l'écran les différents professionnels réunis au sein de la structure. La participation à l'animation et à la coordination d'un réseau interassociatif, comme je le disais à l'instant, et participer aussi à la formation des professionnels et des futurs professionnels. Moi, je pense que sur le psychotrauma, il ne faut pas former des psychologues et des médecins. Je pense qu'il est aussi intéressant de former, par exemple, des travailleurs sociaux. Donc on veut participer à cette formation-là. La prise en charge psychothérapique, c'est avant tout une relation d'aide.
C'est aussi donc une relation d'aide par des thérapeutes bien sûr formés à la prise en charge du psychotraumatisme et de la victimologie, une approche intégrative centrée sur la personne, ces différents outils à disposition, le MDR, TCC, ICV, psychothérapie, thérapie systémique. C'est aussi des groupes de parole co-animés avec des professionnels différents. Les enjeux de la prise en charge du psychotraumatisme en termes de santé publique, on sait aujourd'hui qu'un psychotraumatisme non traité, ou en tout cas traité avec de mauvais outils, eh bien, ça pose problème, en tout cas aux femmes qui ont été victimes de violences. Ça peut poser problème à l'entourage, ça peut poser problème aussi dans la reproduction sur plusieurs générations. Donc c'est pour ça il faut vraiment traiter avec les bons outils le psychotrauma. Les enjeux sont aussi économiques. On sait aujourd'hui qu'un psychotrauma non traité, ça génère beaucoup de consultations et d'examens inutiles. Donc là aussi, on pourrait faire des économies si on finançait des psychologues formés au psychotrauma, pour les femmes victimes de violences en particulier. Et des enjeux d'égalité, bien sûr, sur les territoires. Je pense que personne ne peut accepter qu'une femme qui habite Ussel ou une femme qui habite Bordeaux n'ait pas accès aux mêmes soins, tout simplement. En 2018, en Gironde, on a, vous le voyez à l'écran, réuni beaucoup d'associations, des institutions, organisé beaucoup de réunions sur le territoire pour co-construire le projet. On a eu 20 rendez-vous en région, on a contacté 74 associations sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. En 2019, on a donc ouvert la Maison d'Ella. Aujourd'hui, on est à 90 femmes que l'on suit. On a réalisé environ 150 rendez-vous de psychothérapie. On a environ 30 suivis d'ostéopathie et de socio-esthétique. Le 19 mars dernier, on a organisé une grande journée régionale d'échange sur le psychotrauma, justement, qui réunissait beaucoup d'associations, quelques hôpitaux aussi. Mais le but, c'était surtout de réunir les associations pour un petit peu faire un état des lieux de ce qui se passait sur chacun des territoires. C'était sous l'égide de l'ARS et de la DRDFE. Ça fait l'objet d'un état des lieux écrit qui a été envoyé à l'ARS et à la DRDFE et qui va servir aujourd'hui au groupe qui porte le centre ressources sur le psychotrauma en Nouvelle-Aquitaine. Les partenaires contactés, voilà, ils sont là à l'écran, il y en a beaucoup. Je précise juste qu'on a signé une convention avec le commissariat de police de Bordeaux, ce qui nous permet d'avoir l'assistante sociale et la psychologue du commissariat de Bordeaux qui interviennent une fois par semaine à la Maison d'Ella. Ça aide aussi beaucoup pour la prise en charge des femmes. La définition du partenariat, c'était à la fois de la co-construction, de la mutualisation, des outils partagés et des règles de fonctionnement partagées. La co-construction, ça a été hyper riche. Alors, je ne vais pas vous dire que ça a été simple tous les jours. Co-construire, coopérer, ça veut dire se mettre d'accord sur un projet commun. Parfois, du coup, c'est aussi accepter qu'on ne soit pas d'accord les uns avec les autres et accepter de changer un peu l'optique de son projet en fonction de ce que nous disent les partenaires. C'est aussi parler un langage commun, donc être sûr qu'on se comprenne bien, être transparent, être lisible. Donc ça n'a pas été simple pendant un an, mais par contre hyper riche. Juste les diapos suivantes, une charte commune qui a été réalisée, que je pourrais transmettre à qui veut, d'un travail justement fait avec toutes ces associations girondines. On a aussi un schéma d'organisation de l'accueil. Alors on ne voit pas très bien l'écran, je suis désolée, mais encore une fois je pourrais envoyer les documents. Schéma d'organisation pour l'accueil et l'accompagnement des femmes en Gironde. L'autre diapo, c'est pour vous montrer un petit peu le réseau avec la Maison d'Ella, les liens avec le COVA, les services hospitaliers, le CASSIS, les associations partenaires et les administrations publiques. Le réseau en dehors de la Gironde, bien sûr, nous faisons partie du réseau des maisons des femmes du Dr Hada Atemganzer, d'un réseau européen EFJC et du réseau FNSF, en tout cas c'est en cours.
Et je termine juste par nos partenaires financiers, la préfecture. D'ailleurs, je tiens à dire qu'on a été financé l'an dernier par Madame Schiappa, et donc je vous en remercie, ça nous a bien aidé. Voilà, mais en tout cas, ça nous a bien aidé. On a été financé par la DRDFE, l'ARS, la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental, la mairie de Bordeaux, la Fondation L'Oréal pour la socio-esthétique et donc le commissariat à disposition du personnel. Merci. Merci à vous, Madame Monory. Vous avez été précise et concis. Oui, on va donner la parole à votre voisine, le docteur Marie Soula. On n'a pas la même structuration sur Bayonne encore, mais il y a bien une cellule au niveau du centre hospitalier de la Côte Basque. Comment êtes-vous organisé? Comment travaillez-vous autour de ces questions de violence contre les femmes? Alors ça fait quelques mois, quelques années, ça fait précisément 3 ans qu'on travaille un petit peu sur la question avec ma collègue Julie Valère au sein des urgences de l'hôpital de Bayonne. Comment on a commencé? En fait, c'est suite aux directives du 4e plan de lutte interministériel contre les violences faites aux femmes, où il était demandé à chaque service d'urgence d'avoir un référent violence conjugale. On m'a demandé d'être ce référent et j'ai eu la chance de travailler en binôme avec Julie, qui est cadre socio-éducatif. Et là, on était devant le fait que il y avait une énorme carence de formation, de sensibilisation des professionnels de santé face à cette problématique-là. C'est-à-dire que la maltraitance, les violences faites aux femmes ne sont quasiment pas abordées dans les études médicales et encore moins dans les études paramédicales. Donc on est parti de zéro et on s'est effectivement aperçu que les professionnels de santé étaient un des premiers recours des femmes victimes de violences conjugales devant les travailleurs sociaux et devant les forces de l'ordre. Donc il était à nous, il était de notre devoir de nous améliorer dans cette prise en charge-là. Donc on a sensibilisé, beaucoup travaillé, il a fallu convaincre les médecins que la maltraitance était un fléau absolument terrifiant pour la santé, à court, moyen et long terme, que c'était un fléau transgénérationnel, puisque je ne peux pas vous cacher les conséquences dévastatrices sur le développement de l'enfant, et qu'il fallait essayer d'améliorer les choses, avec du pratico-pratique. Donc on a formé les professionnels de santé, notamment dans le cadre du contrat local de santé que ma collègue Sabine va présenter tout à l'heure. On a formé les urgentistes, on les a impliqués là-dedans, mais tout ça avec un certain manque justement d'organisation et de moyens. Parce que quand on recevait une femme victime de violences conjugales absolument terrifiée et seule à 2h du matin à l'hôpital de Bayonne, qui était terrifiée de rentrer à la maison, concrètement, elle voyait un médecin, elle voyait une infirmière, on a une équipe de psychos qui interviennent sur les urgences, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on peut accepter décemment de laisser quelqu'un qui est en demande d'aide repartir dehors, regagner son domicile conjugal? Non. Donc il a fallu, bien sûr avec le soutien de notre direction, proposer à ces victimes d'être hospitalisées. Qui dit hospitalisé dit peut-être aussi double peine. Je suis une victime, c'est moi la victime, et pourtant c'est moi qui dois être hospitalisée. Donc c'était certes des hospitalisations de protection, mais ça a une signification qui est quand même très particulière. Et face à toutes ces carences, on s'est demandé si on ne pouvait pas faciliter la vie et la prise en charge de toutes ces victimes. Et ce qu'on faisait d'ailleurs pour les femmes victimes de violences conjugales, on s'est dit qu'on pouvait aussi le faire pour toutes les victimes de maltraitance, parce que la maltraitance à autrui est un fléau. Et on a donc décidé de penser à une structure particulière dont on va vous parler du. Bonjour. Donc on a réfléchi avec donc Dr Soula ainsi que 4 autres médecins comment on pouvait accompagner et accueillir la parole de ces victimes sur le long terme. C'est-à-dire que les victimes, une fois qu'elles arrivent à l'hôpital, qu'elles ont
qu'elles sont accueillies et prises en charge médicalement par les équipes soignantes de l'hôpital, après, qu'est-ce qui se passe? Donc on a réfléchi et on a proposé à notre direction de monter une unité de victimologie qui sera composée de différents médecins, donc avec un médecin généraliste, un médecin psychiatre, un psychologue, un travailleur social, une assistante sociale. Il y aura également un gynécologue, un pédiatre, parce que nous allons accueillir également des victimes mineures. Et il faut savoir qu'au sein de cette unité, on a également réfléchi à avoir une salle Mélanie, qui est une salle filmée dédiée spécialement pour les violences, les agressions sexuelles pour les mineurs. Donc on s'est dit, voilà, il faut que j'approche le micro, pardon. Donc du coup, on s'est dit, on va avoir des professionnels pour prendre en charge ces victimes sur le long terme, avec un relais possible aussi avec les travailleurs sociaux du département, pour que par la suite, voilà, ces victimes, une fois qu'elles ont été accueillies, on a fait les premières choses, il faut qu'elles soient après suivies et accompagnées par des travailleurs sociaux du département, parce qu'il y a plein de choses qui se posent. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur le financement, parce que très souvent ces victimes elles sont isolées financièrement, donc il va falloir qu'elles puissent regagner un petit peu, qu'elles aient un petit peu des finances pour pouvoir survivre tous les jours. Il va falloir les accompagner sur le côté psychologique. Bon, voilà, donc on s'est dit, on va proposer cette unité de victimologie. Dans cette unité, on a également réfléchi à avoir une permanence juridique qui sera également représentée par la CJPB et on les remercie. On aura également une permanence policière aussi pour pouvoir permettre à ces victimes de pouvoir déposer plainte et commencer ce long chemin parce que je vous assure que c'est pas simple du tout. Et également une permanence d'avocats et on remercie Monsieur Latonnier de nous avoir permis de mettre en place ces choses-là. Voilà. Mais concrètement, c'est une unité qui sera au sein même de Alors cette l'hôpital. unité va avoir ses bureaux au sein de l'hôpital. Dans cette unité, nous aurons également l'Institut médico-judiciaire. Donc nous aurons tous les professionnels, les victimes arriveront à l'hôpital. Si il y a besoin de prise en charge médicale, nous leur proposerons la prise en charge médicale et après, avec leur accord, elles seront orientées vers cette unité avec un accompagnement spécifique, avec effectivement un aspect psychologique, avec un psychiatre. On proposera également de l'EMDR. Bon, voilà. Et il y aura également des pédiatres présents pour prendre en charge les victimes mineures. Madame Mounori me disait tout à l'heure qu'elle était en contact quand même avec tout ce qui se faisait au niveau de Bayonne. Vous regardez un peu, vous êtes un peu inspiré de ce que se faisait ou de ce qu'avait mis en place la Maison Ella? Alors, très honnêtement, vu que nous, on a plein de choses, on s'inspire un petit peu de tout le monde. C'est ça. on prend les informations partout où elles sont et oui, effectivement, ça peut être que des sources d'inspiration et voilà, on puise nos informations. Peut-être qu'à moyen terme, il y aura une possibilité aussi de mutualiser au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Mais tout à fait. Après, l'hôpital de Bayonne était également présent sur le psychotrauma. Bon, voilà, je pense qu'effectivement, il est important pour ces prises en charge spécifiques, tous les acteurs de terrain travaillent ensemble pour pouvoir offrir aux victimes les meilleures conditions. Merci en tout cas de votre présentation aussi. On va donner la parole à Françoise Bénard pour le CIDFF, donc pour la présidente, qui va nous présenter le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ah, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a prévu de... Ah, ok. Alors allez-y. Oui, donc La Claire Sabado à côté de moi. Voilà, donc je représente une des associations du réseau local d'accompagnement, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Alors il faut savoir qu'on appartient à une fédération nationale. Nous sommes ici une association départementale et nous avons donc mis en place des permanences juridiques sur l'ensemble du département. Donc bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec les services déconcentrés de l'État et nous participons aux promotions des campagnes d'information qui sont initiées par l'État. Alors c'est vrai que nous assurons une mission d'intérêt général qui nous est conférée par l'État afin justement de favoriser l'autonomie professionnelle, personnelle et sociale des femmes. Donc bien sûr une action de promotion à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et notre objectif premier, c'est d'informer, d'orienter, d'accompagner, alors plus souvent un public féminin bien entendu, dans les domaines de l'accès aux droits, dans la lutte contre les violences conjugales et les violences sexistes,
Violences sexistes, bien sûr, sous toutes ses formes, hein, violences dans la rue, dans l'espace public, dans les transports publics, violences sexistes et sexuelles au travail, nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons un service spécifique d'accompagnement vers l'accès à l'emploi qui est réservé à notre public féminin. Nous travaillons sur la promotion de l'égalité professionnelle et nous avons également des actions de soutien dans la vie familiale et la parentalité. Alors, notre première mission essentielle, c'est l'accès au droit. C'est-à-dire que nous avons mis en place des permanences juridiques décentralisées sur l'ensemble du territoire, avec pour objectif vraiment d'apporter une réponse concrète, bien sûr une information gratuite à l'ensemble des femmes qui nous sollicitent. Et nous sommes également fortement sollicités par des actions de formation et de sensibilisation. Notre deuxième axe d'intervention, alors je n'ai pas présenté les engagements qui sont propres à la Fédération, bien sûr, nationale des CIDF, une prise en compte donc globale des situations, un accueil personnalisé et une information, bien sûr, je disais tout à l'heure, qui est totalement gratuite, et une neutralité politique et confessionnelle. Donc, deuxième axe important de notre action, c'est la lutte contre les violences sexistes et les violences conjugales. Donc, notre réseau CIDF sur l'ensemble du territoire national, nous sommes fortement sollicités pour accompagner les femmes, c'est-à-dire leur donner la première information juridique et également les accompagner dans l'ensemble de leur démarche. Alors, bien sûr, ce travail, il est optimisé avec le travail en réseau. Nous travaillons bien entendu avec ATERDEA, avec la CJPD, avec le planning familial, qui nous permet justement de faire un accompagnement global de la victime. Avec l'hôpital de Bayonne. Avec l'hôpital de Bayonne aussi, bien entendu, excusez-moi. Et on a aussi un deuxième cœur de métier sur la lutte contre les violences conjugales et sexistes, c'est-à-dire qu'on participe énormément aux campagnes de sensibilisation et de formation, donc à destination du grand public, des professionnels. On est très sollicité par les professionnels de l'action sociale, par les professionnels également de l'éducation nationale. Et pour ce qui est des professionnels de santé, bien entendu qu'on travaille en partenariat avec le centre hospitalier. Nous sommes également sollicités dans ce cadre-là pour des actions de prévention et je pense que c'est capital de les réaliser en milieu scolaire. Troisième axe d'intervention, c'est le soutien à la vie familiale et à la parentalité. Alors là, on a une action très privilégiée avec la CAF dans le cadre du cadre national des allocations familiales où on va mettre en place des actions de soutien à la parentalité auprès des femmes, auprès des familles, et nous avons beaucoup d'actions auprès des familles monoparentales. Axe important, c'est l'éducation et la citoyenneté. Donc nous travaillons énormément au milieu scolaire pour justement favoriser le respect dès le plus jeune âge, le respect et l'égalité entre les filles et les garçons, travailler aussi à un travail de sensibilisation contre les stéréotypes de genre et les discriminations sexistes. Nous sommes intervenus d'ailleurs auprès des écoles primaires qui ont présenté le travail lors de la première table ronde. Et on travaille également à une mobilisation des jeunes, et surtout des jeunes femmes, vers une orientation professionnelle diversifiée. Donc on veut vraiment travailler sur l'élargissement des choix professionnels, sur la mixité et sur l'égalité professionnelle. Nous accompagnons également les femmes, donc exclusivement les femmes, vers l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle, parce que nous savons bien que favoriser l'autonomie financière, notamment pour les femmes victimes de violences, qui sont souvent dans des situations de dépendance catastrophique, donc nous essayons de travailler avec elles vers une orientation professionnelle, une insertion sociale, et nous leur proposons donc, dans le cadre d'accompagnement individuel, mais également dans des sessions de remobilisation collective, un travail sur peut-être une orientation professionnelle autre, vers des métiers qui sont plus porteurs, et en tout cas qui sont plus porteurs d'emploi, et donc vers un élargissement des choix professionnels. Pour vous donner donc comment saisit-on le CIDF, donc c'est une structure départementale, donc nous avons deux antennes principales, une à Pau et une à Bayonne, mais nous sommes vraiment très sensibles et vigilants à avoir un maillage du territoire important. Donc nous avons mis en place des permanences décentralisées sur l'ensemble du territoire, aussi bien sur le Béarn que sur la côte basque, y compris sur le Pays basque intérieur. Nous avons le besoin du soutien. Je m'adresse aux collectivités territoriales et locales pour pouvoir développer ces permanences de proximité, surtout pour des femmes qui sont en difficulté de mobilité et qui ne peuvent pas se déplacer sur nos antennes principales sur Pau et sur Bayonne.
Pour vous donner un petit ordre d'idée, dans modalité de saisine, c'est la diapo d'après. Alors nous avons mis en place aussi, puisque nous travaillons bien sûr en réseau, donc grâce à notre partenariat avec la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine, nous avons mis en place une permanence téléphonique régionale qui est ouverte tous les jours, où nous répondons par téléphone, donc les 12 CIDF se relaient pour assurer une réponse par téléphone. Et nous avons également mis en place une plateforme téléphonique départementale qui est assurée par notre CIDF. Voilà, donc lors d'un ordre d'idée de notre activité, sur l'année 2018, le secteur juridique, nous avons accompagné en individuel 2833 personnes et sensibilisé 1588 personnes en collectif, donc notamment sur ces sessions de formation. Donc là, je parle bien de tous les axes que j'ai développés précédemment. Ce ne sont pas que, bien sûr, des femmes victimes de violences, ce sont aussi des femmes qui sont en recherche d'informations, souvent dans un contexte conflictuel, dans le cadre d'une séparation ou en droit de la famille. Sur le secteur emploi, donc nous avons accompagné 79 femmes et sensibilisé 389 personnes. Voilà. Alors je voudrais juste en conclusion souligner rapidement l'importance de ces sessions de prévention et de sensibilisation qu'on fait notamment en milieu scolaire. C'est vrai que c'est capital pour nous de rappeler, on en a parlé lors de la première table ronde, c'est que de rappeler vraiment que le concept d'égalité, en tout cas le combat pour l'égalité, est loin d'être un combat d'arrière-garde. C'est ce qu'on essaye de partager avec les nouvelles générations. Et que leur redire, il faut le redire, hein, que notre société est encore profondément marquée par des stéréotypes sexistes et qui viennent justement maintenir ces inégalités et qui viennent justement provoquer ces violences. C'est vrai que quand on intervient sur la question des violences faites aux femmes, nous en tout cas en tant que formateurs et intervenants, on ne peut pas accepter de penser que les violences faites aux femmes sont des accidents relationnels isolés, que c'est un problème de femmes, ou voilà, c'est vraiment un système qui est historiquement structuré, c'est une dimension culturelle qu'il faut combattre, d'où nos interventions d'action, de prévention, de sensibilisation. Les associations de terrain sont extrêmement mobilisées, je veux en témoigner, et je veux que nous soyons vigilants, et j'en appelle à votre vigilance, M. Brisson, pour que les associations de terrain puissent, vous notez, puissent continuer à avoir les moyens de poursuivre ces actions. Merci. Claire Cavallo. Alors, vous êtes quand même là, et je pensais que c'était vous qui alliez rebondir sur la question de la prévention et dans le milieu scolaire, mais juste en quelques mots, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, comment vous intervenez? Alors nous intervenons sous différentes formes, des ateliers, si possible en demi-groupe, en demi-classe, depuis l'école primaire jusqu'au lycée et foyer, etc. Nous intervenons avec des outils propres au Centre d'information des droits des femmes, mais également, puisque nous travaillons aussi pareil que vous, avec une mutualisation des outils, avec d'autres outils, et notamment de couples et familles, et aussi avec une compagnie théâtrale locale qui s'appelle Courant d'être, qui est une association de prévention par le théâtre. Donc Claire, par exemple, va animer le débat. Il y a des petites scénettes qui sont jouées ou des spectacles en entier pour travailler sur les stéréotypes, les discriminations et toute forme de violence, parce que malheureusement, la violence, elle est partout. Et d'autre part, on a créé aussi des systèmes aussi pour faire réfléchir sous forme de jeux, comme des escape games. Donc c'est un peu original sur les discriminations, sur les violences faites aux femmes. On essaie d'allier le jeu à la réflexion, à la remise en question, pour faire une grosse claque aux vilains petits clichés qui sont encore bien présents chez nous. Et d'autre part, le CDF a lancé aussi dès l'école des outils qui s'appellent « Et si on racontait ?» qui permettent de travailler sur l'estime de soi, parce que nous pensons fortement qu'une bonne estime de soi est une bonne prévention contre les violences. Merci Sophie Debouc. Est-ce que Madame la Présidente veut rajouter un petit mot, Madame la Présidente? Oui. Oui, moi je suis toute nouvelle présidente, élue depuis une semaine au sein du CIDF. Donc je vais profiter de ce moment pour dire que nous allons effectivement, comme disait Claire, rencontrer toutes les collectivités locales pour donner l'information sur les actions du CIDF, parce qu'effectivement nous avons rencontré récemment la communauté
de Bayonne. Et nous avons pris conscience que le CIDF est assez méconnu. Donc il faut d'abord qu'on fasse effectivement une communication auprès des collectivités pour pouvoir développer les permanences qui sont absolument utiles, les permanences juridiques absolument utiles, mais aussi développer nos actions de prévention. Et ce que j'ai trouvé très important, c'est que vous avez vraiment un maillage sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et en milieu rural aussi, Oui, où oui. souvent on n'a pas accès à ce type d'information, d'aide, Oui. de soutien, d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et on termine le tour de table avec Cédric Péouan et André Diarte pour l'association Aterbea. Aterbea, accueil de jour, avec beaucoup de volets, mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser à l'accompagnement des femmes. Aterbea, basé à Biarritz. Donc, je ne sais pas qui c'est qui... Bayonne et Biarritz, les deux. Allez. On est un petit peu planté à différents endroits. Donc effectivement, la thématique des violences conjugales au sein de l'association Aterbea, voilà, je me fais le porte-parole de l'ensemble de l'association, puisque voilà, dans le slide qui suit, vous pouvez constater à quel point cette thématique traverse l'ensemble de l'association. Voilà. Alors nous, moi en l'occurrence, au niveau du pôle insertion, le lieu d'accueil et d'écoute des violences conjugales et le lieu accueil jour, nous sommes principalement concernés par ceci. Mais vous voyez, sur une trajectoire et sur une trajectoire potentielle d'une femme victime de violence, vous voyez à quel point voilà, cette thématique-là peut traverser l'association en son entier, notamment ben voilà, jusqu'à l'accueil de cette personne, jusqu'à son orientation et jusqu'à son hébergement. L'hébergement peut être d'ailleurs décliné au sein des 3 pôles de l'association que sont le pôle urgence, le pôle socialisation et le pôle insertion. Voilà, donc je vais rentrer un petit peu plus en détail sur ce qui nous intéresse en premier aujourd'hui, c'est donc le lieu d'accueil et d'écoute des violences conjugales. Donc ça c'est double spécificité, donc une femme qui serait victime de violences conjugales peut nous solliciter, soit en se déplaçant physiquement donc au 14 rue Jacques Lafitte, soit en nous appelant un numéro dédié, et pouvoir prendre rendez-vous avec nous pour avoir un entretien donc, avec soit une travailleuse sociale, soit une psychologue. Donc ce que nous proposons, c'est un accompagnement social, comme vous le découvrez, une écoute professionnelle forcément, qu'elle soit avec la travailleuse sociale ou avec la psychologue, un soutien psychologique bien évidemment, mais nous avons cette double, je vous disais tout à l'heure, une double spécificité, puisque nous proposons également le lieu accueil jour, qui est donc un lieu spécifique au sein de notre pôle insertion, donc toujours au 14 rue Jacques Lafitte, où nous avons ce petit salon, voilà, qui permet à une personne qui aurait décidé, qui aurait eu le courage surtout, de quitter son domicile et de pouvoir se reposer. Alors certes, c'est un repos à durée très limitée, mais ça lui permet voilà, de pouvoir se poser. Donc c'est un lieu qui est aménagé en fonction, avec un canapé qui est un petit peu à l'écart de nous, de nos bureaux, pour que la personne puisse être le plus en intimité possible, et pouvoir voilà, enclencher quelque chose pour pouvoir voilà, peut-être espérer une prise en charge, un hébergement d'urgence, une mise à l'abri, voilà, si elle le souhaite, ne pas retourner chez elle à ce moment-là. Voilà. Et potentiellement même pouvoir entreprendre, comme je le disais tout à l'heure, un rendez-vous avec notre travailleuse sociale ou notre psychologue. Voilà, donc là c'était la double spécificité, donc toujours sur ce LAEVC, donc je vous le disais, 3 professionnels, même si je ne l'ai pas mentionné encore, l'agent d'accueil qui reçoit les coups de fil, qui reçoit les personnes, qui est la première personne à accueillir les demandes et les démarches en fait, de ces personnes, puis la travailleuse sociale et la psychologue. Donc sur l'année 2018, sans vous asséner et vous noyer de chiffres, donc 66 personnes sont passées par le LEVC, et donc 27 enfants, puisque là aussi, ce sont aussi des dégâts entre guillemets collatéraux, si je peux le dire ainsi, de cette thématique-là. Toujours au sein de notre association, l'orientation, donc le SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, qui lui reçoit l'ensemble des orientations d'hébergement qui sont faites au sein de notre association.
mais force est de constater que 81 situations traitées par le SIAO en 2018 étaient en lien avec les violences conjugales. Donc voilà, eux aussi ils sont impactés à leur niveau par les violences conjugales. La maison de Gilles, là on est plutôt sur le volet hébergement, qui en 2018 a accueilli 265 séjours, mais 33% de femmes sont accueillies sur ces séjours-là. Et une part importante, il est difficile de dire combien, mais une part importante, parce qu'elles sont, leur porte d'entrée n'est pas forcément les violences conjugales, mais l'accompagnement de ces personnes-là finit par faire lever le voile sur des thématiques et des violences conjugales qui sont vécues aussi par ces femmes-là. Donc à la maison du Gilles, ils sont également impactés par ces thématiques. Et le LUVC, donc là on est clairement identifié, la porte d'entrée et clairement la violence conjugale, puisque c'est le logement d'urgence pour femmes victimes de violences conjugales, qui dispose donc, permet sur le VAB d'avoir 3 appartements, donc 8 places concrètement, et donc 30 personnes accueillies en 2018, donc 16 adultes, 14 mineurs, donc 10 familles et 6 femmes isolées sur l'année 2018. Voilà concrètement l'association Terbea en tant que telle, mais nous avons une spécificité qui est celle d'être référent violence Pays Basque et qui nous permet de ne pas être les seuls de manière isolée, vous l'avez compris, nous ne sommes pas les seuls à agir sur ces thématiques-là, mais nous avons cette obligation et cette mission de coordination avec les différents partenaires du territoire. Et pour en parler, je laisserai donc la parole à ma collègue André Diarté. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour vous indiquer qu'effectivement, nous sommes organisés en réseau local d'accompagnement des violences faites aux femmes. Alors, il y a une petite erreur sur l'image que vous voyez, puisque donc, il y a la CJPB qui compose ce réseau, le CIDF, puisqu'il y a une transition qui a été à EFH 64, mais ce n'est plus d'actualité. Donc, nous travaillons à nouveau avec le CIDF, que nous accueillons d'ailleurs dans nos locaux, au 14 rue Jacques Lafitte, dans le cadre d'une mutualisation. Donc ça aussi c'est important à préciser, puisque au-delà de l'intérêt que ça peut représenter pour les structures de gain, notamment financiers, pour nous ce qui est important c'est la proximité pour travailler et améliorer l'accompagnement que l'on propose aux femmes que l'on accueille. Donc la situation à Terbea et le centre hospitalier du coup qui a été oublié également sur la diapo, et l'association Vie qui est basée à Chagardiane à Saint-Jean-de-Luz, qui est également un peu le pendant du LAEVC, qui est un lieu écoute accueil violence conjugale, avec un travailleur social qui accueille des femmes en situation de violence, et depuis peu qui organise aussi des groupes de parole pour les femmes victimes de violences, donc là sur le territoire de Saint-Jean-de-Luz. Ce qui est important à dire, si on peut passer, peu importe, ce qui est important à dire effectivement, c'est qu'on structure notre action, les associations du territoire. On se réunit une fois tous les 2 mois. L'objectif de nos rencontres étant de mener au moins une action de prévention sur l'année. On choisit une thématique et on va développer cette thématique. Ça peut être un travail de sensibilisation envers les médecins généralistes. Cette année, nous avons choisi le thème de l'accueil dans le cas d'un dépôt de plainte en commissariat et gendarmerie, que nous souhaitons améliorer, mais pour cela, il faut aussi pouvoir développer le travail avec les forces de l'ordre. Ensuite, nous menons également, nous accompagnons effectivement des femmes et nous essayons de coordonner leur parcours. Donc c'est vrai que dans le cadre de ces réunions, nous abordons précisément des situations de femmes que l'on accompagne sur au moins 2 des structures présentes, afin de proposer un accompagnement qui soit le plus adapté possible. Et dans nos actions de prévention, on pourrait citer peut-être, il y en a plusieurs, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de temps, on pourra avancer. Alors ça se fait depuis, ça sera la 3e édition cette année, dans le cadre des fêtes de Bayonne. Donc le réseau local a proposé, dans le cadre du CLSPD à la mairie de Bayonne, de pouvoir organiser une action spécifique sur la prévention des agressions sexistes pendant les fêtes de Bayonne.
Donc déjà, je souhaitais remercier la mairie de Bayonne qui a pu déjà se montrer à l'écoute pour développer ce projet que nous leur avons présenté et qu'aujourd'hui on travaille vraiment en partenariat avec la mairie qui nous met effectivement des moyens à disposition pour pouvoir organiser cette action et la développer et l'améliorer d'année en année puisque c'est assez récent. Voilà. Donc l'objectif effectivement, l'objectif c'est de faire de la prévention sur les agressions sexistes. Les groupes féministes depuis de nombreuses années dénoncent les agressions sexistes pendant les fêtes de Bayonne. Nous souhaitions compléter cette dénonciation par de la prévention. Pour ce faire, nous allons vers les festaires, les personnes donc, qui viennent aux fêtes de Bayonne. Donc on est muni d'un autocollant, de cartes où figurent les contacts des associations locales et on porte ce message de prévention, on ouvre un espace de parole sur les agressions sexistes pendant les fêtes. Voilà, on a pu voir un peu plus de 12 000 personnes l'année dernière sur 25 heures de permanence. J'en profite pour remercier les associations qui ont déjà participé, dire que la porte est ouverte puisqu'évidemment nous souhaitons reconduire cette action et qu'il va peut-être nous manquer des forces vives. Et voilà, il y a le réseau, mais il y a aussi les Bascos, il y a aussi peut-être d'autres associations que je n'ai pas le temps de citer. En tout cas, voilà, ça c'est une action qu'on souhaite vraiment développer. Et rapidement aussi, on essaie aussi, en plus du travail tout au long de l'année, de développer ou de promouvoir aussi des actions un peu originales. Donc on essaie de mettre en place là depuis plus d'1 an, avec difficulté certes, mais une action qui s'appelle Les Bruyantes, qui serait l'idée étant de proposer des ateliers de musicothérapie sur la base de la musique métal, qui a des vertus avérées sur la question du psychotrauma. Donc pour des femmes victimes de violences et également nous essayons de favoriser aussi un projet d'une jeune étudiante qui souhaite proposer un stage de plongée qui là aussi a encore des vertus avérées sur le psychotrauma en général et donc de pouvoir proposer un stage de 2 jours de plongée à des femmes victimes de violences. Voilà. Après effectivement toutes les idées sont les bienvenues et effectivement on a besoin encore de se structurer et de continuer à travailler ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Maïna, au-delà de faire de la prévention, pour nous c'est aussi un moyen de nous connaître. Je n'ai pas cité la SDSEI qui est présente aussi avec nous à Maïna. C'est que voilà, professionnels, bénévoles, militantes, qu'on puisse se connaître pour améliorer le travail que l'on fait au quotidien. Merci. Et vous intervenez essentiellement sur la côte basse. Vous intervenez essentiellement sur la côte basse. Oui, alors nous, spécifiquement à Terbéa, à la différence du CIDF et de la CJPB, nous intervenons uniquement à Bayonne. Nous n'avons pas du tout de permanence sur le territoire. Donc effectivement, ce qui est important de dire, c'est qu'il est absolument fondamental de développer des permanences à l'intérieur, enfin dans toutes les zones, évidemment. Ouais. Oui. Juste un tout petit mot parce qu'il n'y a pas eu de slide à ce sujet, mais André le spécifiait déjà un petit peu. C'est merci à nos financeurs, quoi. Parce que si on n'a pas financé pour mener ces actions-là, on a beau avoir des compétences à revendre, voilà, on peut pas venir sur ces thématiques-là, donc notamment la DDCS et puis la mairie de Bayonne pour l'action Maïna. Enfin voilà, c'est-à-dire que si on n'a pas nous derrière, si on nous donne pas les moyens, on peut concrètement sur le terrain, on peut pas y être, quoi. Ouais. Je sais que le temps imparti est presque terminé ou peut-être dépassé, mais j'avais une dernière question et pour faire le lien avec la première table ronde, alors je vais la donner à Marie Soula, peut-être médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les structures mises en place, les services, les accompagnements que vous avez cités, est-ce qu'il vous semble que les femmes aujourd'hui osent davantage? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles osent aller vous voir à l'hôpital de Bayonne, aller sur la permanence de Saint-Palais, aller voir à Terbéa, voilà. C'est une question qui est compliquée puisque au niveau statistique, on n'a aucune idée. En fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Nous, on a l'impression, depuis qu'on a commencé à faire un recueil de données sur le service d'urgence, que les chiffres augmentent. Mais est-ce qu'ils augmentent parce que les personnels sont sensibilisés, parce que les femmes osent plus, parce qu'on en parle plus?
On ne sait pas. On sait pas. C'est l'inconnu. Ouais, sur l'hôpital, là, pour avoir participé à une formation organisée par le CLS, c'est vrai qu'aussi le fait que le personnel soit formé, notamment à travers du questionnaire systématique, d'ouvrir la parole, vraiment de nommer, êtes-vous victime de violences conjugales, c'est vrai que ça permet la parole. On n'a pas le temps de tout développer, mais l'année dernière, dans le cadre du 25 novembre, on a également organisé une journée. Alors, je voulais aussi remercier le planning familial, qui est aussi dans le réseau, qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait aussi, comme le CIF, beaucoup d'interventions autour de l'égalité femmes-hommes. Et donc, on avait organisé avec le planning des ateliers égalité, enfin, il y a eu une pièce de théâtre, enfin, etc., etc. Un petit doc qu'on a fait aussi sur l'historique du 25 novembre. Pourquoi le 25 novembre ? Et on s'est aperçu qu'il y avait des femmes victimes de violences qui étaient invitées, il y avait une expo, etc. Mais dans le cadre des ateliers en petits groupes, il y a une femme qui était accompagnée par Aterbea, mais certainement pas pour la question des violences faites aux femmes, a pu délivrer son témoignage alors que tout le monde l'ignorait. En tout cas, voilà, ça veut dire que si on en parle, si on laisse cette porte ouverte, c'est là aussi que les choses peuvent commencer. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et la formation, la prévention, c'est essentiel. Et je pense que l'important, c'est de dire aussi que maintenant, celles qui osent, on peut les prendre en charge. Très beau mot de conclusion. Merci à Et les autres aussi. Et à tout le monde d'avoir participé à cette table ronde. On va continuer avec des initiatives toujours autour des solutions contre les violences aux femmes, en tout cas des solutions, des initiatives de soutien aux femmes. On va accueillir Blandine Robin, Déborah Bonnel, André Moto pour l'AJPB, l'Association de citoyenneté justice Pays Basque. Alors, voilà. Sabine Borel pour le RPLA, le réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine, et monsieur Samuel Huerta Simon, le procureur de la République. Alors, est-ce que tous les invités sont là? Oui, je crois que oui. Voilà. Voilà, tout le monde est installé autour de cette table. Non, vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas bien assise. Si vous préférez le petit fauteuil, prenez-le. Hein. Si vous préférez le petit fauteuil, prenez-le. Non, ça va? Donc on peut commencer peut-être par l'ACJPB, l'Association citoyenne justice du Pays Basque, une présentation de cette action. Alors effectivement, la CJPB se compose de 3 services qui interviennent tous dans le champ de la prévention du traitement des violences faites aux femmes. La coexistence de ces 3 services permet une articulation simplifiée quant à la gestion des différentes problématiques en lien avec les violences conjugales, notamment en présence d'enfants. On a un premier service du coup qui est le point rencontre, du coup sur la diapo suivante, si vous voulez, merci. Il est composé d'une éducatrice spécialisée, d'une psychologue et d'une coordinatrice. C'est un lieu neutre qui permet une prise ou une reprise de lien entre l'un des parents et l'enfant. En matière de violence conjugale, il permet notamment aux parents de pouvoir accéder à l'enfant sans se rencontrer. Il y a toujours un décalage d'1 quart d'heure qui est prévu entre l'arrivée et le départ de chaque parent. Le point rencontre peut être mandaté soit par le juge aux affaires familiales, soit par le juge des enfants, soit pour des simples passages de bras où on s'échange l'enfant pour la journée ou le week-end, ou des visites médiatisées en présence d'un tiers selon les situations. Ce service réalise également des enquêtes sociales à la demande du juge aux affaires familiales, ce qui permet d'éclairer sur les modalités d'accueil de l'enfant au domicile de chaque parent et qui peut aussi comporter des bilans psychologiques de l'ensemble de la famille. Le second service de la CJPB, c'est le service pénal, qui est composé de 2 éducatrices spécialisées. Il réalise des enquêtes sur la personnalité des auteurs, que ce soit des enquêtes rapides en garde à vue, qui s'appellent des permanences d'orientation pénale, des COPJ, ou alors des enquêtes plus approfondies, qui sont mandatées par le juge d'instruction
dans le cadre des affaires qui sont correctionnelles ou criminelles. Le service pénal réalise également le suivi socio-judiciaire des personnes prévenues dans le cadre de contrôle judiciaire avant jugement. Ce contrôle judiciaire permet notamment de vérifier que les obligations comme l'interdit de contact avec la victime sont respectées par le mis en cause. Finalement, le service pénal organise également le stage de responsabilité parentale, qui est une peine qui peut être prévue pour des primo-violences conjugales et dans des violences dites légères, et qui a un but de prévention de la récidive. On y aborde notamment des thèmes comme la gestion des émotions et la place de la victime dans tout ce processus de violence. Dernier service de la CJPB, le service d'aide aux victimes, qui est composé de 2 juristes, d'une travailleuse sociale et d'une psychologue. Le service d'aide aux victimes a des missions générales, notamment l'accueil, l'écoute et l'information des victimes. Il réalise également de l'accès aux droits. Nous, au niveau juridique, du coup, on a différents lieux de permanence qui permettent de couvrir un petit peu tous les stades de la procédure pénale. Madame Rabin intervient du coup au commissariat de Bayonne tous les matins. L'après-midi, elle est en SDSUI, de Moléon à Hendaye, en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port, donc elle lit un petit peu tout l'intérieur et la côte basque. Moi, j'ai des permanences du coup au niveau de l'Institut médico-judiciaire à l'hôpital de Bayonne, au niveau du tribunal de grande instance, les jours de comparution immédiate, et au niveau de notre siège social. Tous ces points de permanence, ça permet d'avoir une visibilité pour les victimes quand même à tout stade de la procédure où elles peuvent effectivement identifier qu'on peut venir les aider et être en soutien, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan psychologique. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait également une psychologue qui peut mettre en place un soutien psychologique pour les victimes qui le souhaitent, et des débriefings peuvent être organisés quand des événements collectifs arrivent. On peut faire des groupes de débriefing au niveau psychologique. Comme dit précédemment aussi, nous participons aux actions avec le réseau pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le service d'aide aux victimes a aussi des missions du coup spécifiques, notamment les EVVI, les enquêtes d'évaluation de victimes, qui permettent de mettre la lumière sur la vulnérabilité de la victime. C'est des enquêtes qui sont réalisées à la demande du parquet. L'association est également référente EGD, c'est-à-dire qu'elle réalise des évaluations à destination du parquet en vue de l'attribution ou pas d'un téléphone grave danger. Et elle suit ensuite la victime tout le long de l'attribution, donc 6 mois renouvelables autant de fois qu'il est nécessaire pour protéger la victime de violences conjugales. Depuis janvier 2019, l'association est également en charge d'un appartement qui permet l'hébergement de 2 femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Nous animons aussi des rencontres condamnées victimes dans le cadre de la justice restaurative. Une première session a eu lieu en janvier 2019 et une autre est en cours de préparation. L'association est aussi référent victime de terrorisme et de catastrophes naturelles et accidents collectifs. Donc elle est interlocuteur privilégié de ces victimes dans ce cadre-là. Et finalement, nous sommes habilités à être administrateurs ad hoc. Cette mesure permet de représenter un mineur en justice sur mandat d'un magistrat lorsque ses intérêts ne sont pas préservés par ses représentants légaux. Madame Rabem, j'ai bien entendu que vous interveniez aussi dans des permanences. Qui vient vous voir? Qui vient vous voir? Qui sait que vous avez des permanences qui osent venir vous voir? Voilà. Alors c'est dans le cadre d'une convention avec les SDSEI, donc le conseil départemental. On a fait une convention depuis 2013 pour mettre en place ces permanences dans toutes les SDSEI du Pays Basque, puisque la CJPB on fédère à France Victimes, et donc chaque association d'aide aux victimes est rattachée en général à chaque tribunal, donc on a des noms différents. Donc côté Le Pau c'est la PAVIM, côté Pays Basque c'est la CJPB, et donc c'est pour ça qu'on parle de couverture du Pays Basque. Et donc il y a 12 sites que je couvre, ce qui fait un roulement en fait toutes les après-midi je change de SDSEI. Ils me sont orientés par les travailleurs sociaux. Ça peut être aussi par les mairies ou finalement le bouche à oreille aussi, les gendarmeries, parce que du coup les gendarmeries ça les arrange aussi que je vienne sur le territoire, parce que je suis au commissariat de Bayonne tous les matins, mais à disposition dans le cadre aussi d'une convention qui avait été signée avec le parquet, les commissariats et gendarmerie. Donc je suis certes au commissariat de Bayonne, mais à disposition des commissariats et gendarmeries du secteur, pareil, du Pays Basque. Donc les gendarmeries, ça les arrange aussi que je vienne sur le territoire si elles veulent m'orienter des personnes victimes de violences conjugales. Et ça fait quelques années que vous assurez ces permanences. Quelle est l'évolution et les cas? Rien que le fait que j'ai ouvert la permanence au sein du commissariat de Bayonne, on a vu les chiffres
de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, j'ai envie de dire doublé au sein de la CJPV. Je vois quelques chiffres, je vais laisser mon directeur vous les présenter. Oui, par exemple, à partir du moment où on a eu la permanence au sein du commissariat, en 2013, on est passé de 151 personnes rencontrées dans le cadre, je dis bien de 151 personnes rencontrées en 2012, en 2013, 253. Et on est en 2018, 281. Ça tourne autour. Alors, on est sur le même chiffre que ceux que vous avez vus tout à l'heure. La parole se libère de plus en plus. Et il y a surtout, on est surtout présent dans des lieux, tous les gens qui ont parlé tout à l'heure sont présents dans des lieux de plus en plus proches de l'endroit où peut être déclarée une plainte. Nous, par exemple, on fait aussi beaucoup de permanences, donc tous les jours en milieu hospitalier. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un lien direct et constant avec la victime et au plus près, ça aide beaucoup, en tout cas au dépôt de plainte. Un dépôt de plainte, si vous voulez, au commissariat, donc il y avait 82 personnes qui ont été accueillies au commissariat et 54 en gendarmerie, pour un total de 281 personnes rencontrées. Donc c'est quand même... Ça, c'est en train je dirais que les dépôts de plainte sont en train de monter quand même en puissance. Et, donc on a bien compris que vous faites de l'aide, que vous apportez de l'aide aux victimes. Est-ce qu'il vous arrive de faire de la prévention aussi? Est-ce que c'est dans vos missions? La prévention en tant que telle, c'est vrai qu'on en fait moins, surtout le CIDFF sur le secteur qui est, et aussi le planning du coup qui est. Mais du coup, comme on travaille dans les réseaux, on est associé dans les modules de sensibilisation auprès des professionnels de santé. Là, effectivement, on intervient. Ça nous est arrivé ponctuellement d'être sollicité, mais c'est qu'en général, il y a eu un passage à l'acte. Du coup, on est moins dans la prévention, mais un passage à l'acte pour intervenir dans une école, pour sensibiliser une classe par rapport à ce qui pouvait être encouru éventuellement dans ce type d'agression. Oui, on a bien compris que c'était une question de réseau, et encore plus cet après-midi, je pense. Il y a une forme de réseau, rien que sur les violences conjugales, répartie sur plusieurs associations, mais on travaille tous ensemble. Et nous, au sein de l'association, le fait d'avoir ces trois services, ça n'apparaît pas bien dans la présentation, compte tenu du fait qu'on les présente un par un, mais il y a quelque chose de transversal, entre autres les enfants. Oui, on comprend bien que c'est bien lié. Et de l'autre côté, le fait de rencontrer les auteurs, ça permet aussi d'avoir une vision complète des stratégies qui se mettent en place, etc. Alors, on va donner le micro à Sabine Borel pour le réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous, par contre, vous faites de la prévention, de la promotion santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le réseau? Bon, alors, c'est pas moi, hein, c'est les partenaires. Voilà, on vient de parler de réseau. Donc, je vais vous présenter les actions qui ont été menées dans le cadre du contrat local de santé de Bayonne. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un contrat local de santé? C'est une déclinaison locale du plan régional de santé, donc de l'ARS. C'est un contrat qui est souvent pluriannuel, qui est signé entre plusieurs partenaires, dont le département, l'État, il y a aussi l'agence régionale de santé et les collectivités territoriales. Il est co-construit en fait à partir des besoins locaux en santé. Donc il va être fait sous forme de fiche action, et donc les partenaires se saisissent de ce contrat local pour amener des thématiques et pouvoir travailler ensemble. C'est comme ça qu'on a créé donc, une fiche action. Donc je dis bien créé, on a tous créé. Hein, donc il y a eu un appel des partenaires avec au départ une mobilisation des professionnels de la périnatalité qui se trouvaient en difficulté sur la prise en charge des femmes victimes de violences, avec un nombre qui augmentait aussi en maternité, hein, des femmes donc, enceintes et qui étaient victimes de violences. Donc effectivement, les professionnels, on l'a rappelé tout à l'heure, ne sont pas formés initialement. Et donc, c'était une demande de ces professionnels. Donc, nous avons appelé les diverses associations, les diverses institutions du territoire pour mener à bien donc, cette fiche action.
Donc comment ça s'est déroulé? Nous avons constitué cette fiche avec constitution de 3 groupes de travail. Voilà. Le premier, ça suffit. Donc le premier groupe de travail, enfin l'idée c'est de constituer un maillage territorial. Donc allant de la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention du public, donc l'information grand public, à un repérage, une amélioration du repérage au niveau des professionnels, donc pas que santé, hein, mais essentiellement santé. Et ensuite, faire aussi un schéma d'amélioration de prise en charge des femmes victimes de violences sur notre territoire, de l'AGBA, mais bon, qui va s'étendre puisqu'on travaille aussi avec des associations, comme vous l'avez vu, de Saint-Jean-de-Luz, et on va même jusqu'à Saint-Paris. Donc le premier groupe, si on peut continuer, voilà, le premier groupe a mené des actions, donc on a choisi de s'organiser sur une semaine phare, qu'on a appelée la semaine 47, donc qui tourne autour de la date du 25 novembre, évidemment. Donc tous les professionnels, je pense qu'on a vu au départ, hein, tous les professionnels, les associations, institutions qui sont constituées, voilà, merci. Alors on est assez nombreux, hein, comme vous voyez, à travailler. Donc ils se réunissent pour co-construire des actions. Donc les actions peuvent aller au niveau du stand de sensibilisation, aussi bien dans les établissements scolaires avec les différents partenaires qui sont intervenus. On va aussi dans les établissements de santé, publics, privés. Hein. On va aussi dans les centres commerciaux, là c'est des gros stands d'information, tout public. Et puis il y a des activités aussi dans la ville, sous forme de théâtre, sous forme de slam. On a des outils porteurs de parole, donc ce sont des pièces qui sont utilisées par terre, des messages au sol, avec une phrase de départ qu'on pose dans la rue, l'entrée de la rue. Que pensez-vous des relations hommes-femmes? Et voilà, puis les gens marchent dans la rue et peuvent s'arrêter et discuter comme ça avec des animateurs, éducateurs. Donc ça se passe durant la semaine 47. On a aussi des conférences, donc des conférences destinées aussi bien au public qu'aux professionnels. On a organisé, j'aime pas trop dire on, hein, c'est les partenaires, voilà, se sont bien réunis. Et en fait, il y a des ciné-débats aussi à disposition. Donc on remercie les partenaires qui cofinancent la gratuité et donc ça permet à tout le public de venir. J'en oublie et je suis désolée parce qu'on fait beaucoup de choses depuis 2 ans et vraiment, je remercie vraiment tous les partenaires qui se mobilisent. Voilà. Le deuxième groupe travaille donc essentiellement donc, sur les professionnels. Donc on fait des modules de sensibilisation. Donc voilà, les professionnels se réunissent. On a fait un module qui est transportable, qui dure 3 heures. On va se déplacer pour faire de la prévention auprès des professionnels. Donc on a une approche juridique, on a une approche donc, avec la CJPV et le CIDF, on a alternance, hein, des partenaires travaillent avec nous. On a des professionnels de santé qui vont faire l'approche médicale, on a des professionnels du psychotrauma qui vont faire l'approche psychologique et on présente tout le réseau territorial pour l'orientation avec toutes les associations. Donc nous sommes allés plusieurs fois cette année, on l'a réalisé 5 fois. On a 4 demandes, notamment à la Maison des avocats bientôt. Donc on est allé dans des cliniques privées, des hôpitaux, on est allé au commissariat, on est allé dans le département. Voilà. On fait des soirées ville-hôpital. Donc à ce jour, on a sensibilisé 320 professionnels de tous les champs, d'accord, pas spécialement des professionnels du champ de la santé. On a créé aussi, ils ont créé une formation donc sur 3 jours, une formation locale, hein, donc pas besoin de partir à Paris ou à Bordeaux pour avoir cette formation, hein, c'est plus facile pour les professionnels. Donc c'est 3 jours, 2 jours où on approfondit tout ce qui est décliné dans le module de sensibilisation et une journée de mise en situation pratique avec une simulation, donc c'est filmé, puis après on débriefe sur l'accueil des femmes victimes de violences, voilà, et les orientations qu'on peut faire. Donc on a prévu 2 sessions par an, on en est déjà presque à prévoir sur 2 ans parce que c'est déjà sur une liste forte demande. Voilà, une très forte demande des professionnels. Le 3e groupe a œuvré, alors bien je sépare les 1, les 2, les 3, mais en fait quand même c'est concomitant, on est ensemble, on travaille quand même, on se retrouve sur des séances plénières où on peut, et les groupes sont au courant à chaque fois de l'avancée des autres. Donc là le 3e groupe a proposé donc un schéma d'orientation pour les victimes. Donc c'est un schéma qui est destiné en fait aux professionnels et selon le choix de la victime aussi, parce qu'il faut respecter
son choix, hein, on peut décliner des orientations sur le territoire. Il y a aussi des référents violences qui ont été répertoriés, qui viennent travailler avec nous. Donc il y a le référent violence qui est connu ici, qui est Marie Soula de l'hôpital de Bayonne. Il y a d'autres aussi à Saint-Palais, dans tous les établissements de santé où il y a des urgences, il y a des référents violences. Donc ils viennent aussi travailler avec nous pour des échanges de procédures en interne, des prises en charge donc des femmes victimes de violences. Donc j'avais pas beaucoup, alors j'ai rétréci le temps, si j'avais su, j'aurais pu encore discuter plus longtemps, mais simplement repérer, accueillir, accompagner une femme victime de violence, c'est un enjeu de santé publique. Et c'est aussi un enjeu de société. Et je voulais vraiment remercier parce que depuis 2 ans, bien sûr, toutes les associations œuvrent depuis des années sur cette thématique, mais on va dire que quand même les professionnels de santé depuis 2 ans se sont beaucoup plus investis. Il y a une forte demande de sensibilisation, de formation, et donc je pense que les résultats arrivent, et on est très content qu'il y ait l'unité de victimologie aussi qui va être construite, parce qu'on va beaucoup repérer, mais après il va falloir les prendre en charge. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Samuel Huelta-Simon, vous êtes procureur de la République au barreau de Bayonne. On a eu déjà quelques chiffres. J'imagine d'abord que vous travaillez avec toutes les initiatives précédentes, que vous les connaissez, mais aussi avec tout ce qui a été ici présenté. Un peu retour sur l'activité, même au niveau du barreau de Bayonne. Alors, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Alors, pas le barreau, puisque M. le bâtonnier qui était ici est le patron du barreau, des avocats. Le parquet, c'est l'avocat, c'est un avocat particulier, mais c'est l'avocat de la société. C'est le travail d'un procureur de la République et de son équipe, c'est de défendre la société. Donc le procureur n'est pas le procureur de l'État. Le procureur, c'est le procureur de la République. La société, c'est les citoyens, et bien entendu, dans le cadre de cette défense de la société, mettre fin, réprimer, puisqu'il s'agit d'un travail de répression, les agissements qui s'écartent de la loi, c'est-à-dire les infractions. Et c'est vrai que les violences faites aux femmes ou aux hommes d'ailleurs, enfin ces violences particulières au sein d'un couple, ce sont des infractions pour nous. Donc la grille de lecture pour le procureur de la République, c'est une infraction. Et je dirais que pour essayer de vous faire comprendre un peu la position, ou en tout cas le moment d'intervention, le procureur de la République et son équipe interviennent à la fin d'un temps court qui est le temps de la révélation, qui souvent arrive à l'hôpital, à l'occasion d'un soin, d'une consultation. Le procureur est avisé, est averti, ou dans une association, et va être la fin de ce temps court, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge la partie traitement de l'infraction pénale et traitement aussi de l'auteur et de la victime. Ensuite, le procureur de la République, c'est aussi le point de départ d'un temps plus long. Le temps pour la victime de la reconstruction, de la réparation, du procès. Et le parquet intervient à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est un temps à la fois assez étendu, mais très court, somme toute. Temps au cours duquel, et je me positionne comme avant tout aux côtés des personnes qui sont ici, effectivement, puisqu'on se côtoie, pas tous les jours, mais presque, en tout cas avec mon équipe, le centre hospitalier de la Côte Basque et toutes les volontés qui sont nées, l'association ACJPB, la police nationale, enfin tous les acteurs, nous sommes en contact direct, régulier sur ces affaires. Une fois qu'une révélation ou en tout cas une suspicion de maltraitance vient aux oreilles ou aux yeux, soit des médecins, soit du personnel hospitalier, soit des gens qui reçoivent en consultation dans les commissariats ou à l'extérieur et qui semblent pointer sur une situation de violence, dans ce cas-là, le parquet est avisé et va prendre en charge la partie judiciaire, c'est-à-dire, je le répète, une partie de répression. Donc avant tout un rôle très opérationnel, très opérationnel. Nous sommes moins dans la sensibilisation, dans l'information, dans la formation, certainement pas. Dans la prévention, oui, mais oui, on participe à des formations. Dans la prévention des délits, mais aussi et surtout dans la répression. Donc c'est une posture qui est une posture d'urgence. Je dirais que je nous compare souvent dans la justice, le parquet, c'est le SAMU, ce sont les urgences judiciaires, et ensuite on passe la main à des juges, à
des compositions de tribunaux qui vont, avec le temps, avec le recul, avec l'analyse des dossiers, pouvoir juger et condamner éventuellement les auteurs et accorder les réparations aux victimes. Donc service d'urgence confronté à des problèmes d'urgence. Les violences dont on parle, ce sont celles du vendredi soir, toujours, avec une situation ou des situations impossibles à gérer. Impossible pour les médecins qui interviennent, impossible pour les personnes des associations qui vont aller au contact, être en contact des victimes, impossible aussi pour les policiers et impossible aussi pour le parquet. Alors je dis ça parce que c'est cette position très particulière qui nous a conduits, et je devrais vous le dire aussi, enfin ma place elle n'est pas ici, c'est Madame Le Hérisser qui est la procureure que j'ai chargée de imaginer des solutions pour améliorer notre dispositif en matière de violence faite aux femmes, qui devrait être à ma place. Maintenant, pour assurer une petite parité sur l'estrade, on s'est mis d'accord, je suis monté à sa place. Mais cette position très particulière, qui est une position d'observateur et d'acteur, nous a permis de détecter certaines marges de progression. La première, en parlant avec tous les collègues et tous les partenaires, notamment hospitaliers, c'est la prise en charge des victimes, la prise en charge construite, élaborée, dense, complète, qui aujourd'hui nous paraît insuffisante. Je veux mentionner le projet de l'hôpital de Bayonne, de créer une unité dont vous avez parlé, une unité de victimologie au sens complet du terme. Bien entendu, ce projet, qui est un très beau projet, pour l'avoir consulté, pour l'avoir défendu dès que je le peux, c'est une initiative qui doit être financée, qui, je l'espère, sera financée demain. L'ARS est sensibilisée, Madame Macron est sensibilisée, tout un tas de personnes savent qu'il y a un besoin impérieux qu'on puisse prendre en charge les victimes. Alors les victimes, ce sont les femmes de violence conjugale, ce sont aussi les personnes âgées, ce sont aussi les mineurs, enfin tous les cas de maltraitance qui arrivent la plupart du temps à l'hôpital par l'entrée des urgences qui est la plus adéquate. Donc c'est un projet qu'il faut défendre, qu'on a identifié dans les discussions avec nos partenaires et qui doit être défendu et sur lequel je n'insisterai jamais assez. Donc c'est le premier diagnostic qu'on a fait sur la prise en charge de ces victimes. Deuxième diagnostic, et ne m'en voudrez pas si je cite ou je répète des choses que j'ai dites ailleurs, l'UMJ. Il était question de l'UMJ. Il faut quand même que vous sachiez que dans le Pays Basque, dans cette partie du département, il n'y a pas d'UMJ. L'unité médico-judiciaire n'existe pas. Si vous regardez la carte de la médecine légale en France, vous verrez qu'à Pau, au centre hospitalier, il y a une UMJ qui existe. Et à Bayonne, qu'est-ce qu'il y a? À Bayonne, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'initiatives, beaucoup de désintéressement et beaucoup d'engagement. C'est tout. L'hôpital, aujourd'hui, depuis quelques années déjà, depuis 2014, 2013, accepte de créer cette UMJ, ou en tout cas de faire vivre une UMJ officieuse, parce que non financée. Et donc c'est à perte que l'hôpital, depuis de nombreuses années, avec toutes les bonnes volontés qui s'y engagent, les médecins légistes, les consultations, c'est à perte que l'hôpital soutient cette activité-là. On ne le dira jamais assez. C'est pas une situation normale. C'est pas une situation normale. Et là encore, le parquet, depuis de nombreuses années, et peut-être dans la presse vous le lisez, je pousse l'idée de création sur la carte de la médecine légale qu'à Bayonne, on ait au moins quelque chose qui puisse exister. Ça passe, là encore, par un financement. Là aussi, certains de nos élus, je pense notamment au sénateur Brisson, a apporté cette parole-là devant la garde des Sceaux pour demander que l'on puisse se pencher sur cette question. Alors pourquoi je parle de l'UMJ? Parce que l'UMJ, au sortir du soin hospitalier, lorsqu'une révélation apparaît sur des violences, sur une maltraitance, très rapidement, le personnel oriente vers l'UMJ, rencontrer un médecin légiste, établir un certificat, mais en tout cas constater des blessures. Au sein de cette UMJ, la CJPP, aujourd'hui, accepte de tenir des permanences. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. On ne peut pas sortir du parcours soins simplement lorsqu'il y a une infraction qui naît, simplement comme ça, et puis laisser la victime aller, si elle a le temps, ou si elle a l'envie, ou si elle a le besoin, au commissariat pour déposer une plainte. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, l'UMJ officieuse
existe et permet cela, mais de manière, vous l'aurez compris, très imparfaite. Le projet que je pousse aussi avec l'hôpital, enfin ce sont des projets qui sont liés, c'est de renforcer cette UMJ, donc de la créer, de la financer, mais aussi d'y implanter un policier. Et je reviendrai à une autre des difficultés qu'on a constatées, qui est celle de l'accueil dans les commissariats. Parfois, pas toujours, hein, parfois, suivant le moment. Alors, comme c'est le vendredi soir, c'est souvent le vendredi soir, l'accueil dans les commissariats n'est pas à la hauteur des enjeux, pour diverses raisons. Je ne pense pas que ce soit un défaut d'information, parce que ça peut être aussi un policier femme qui accueille, mais parce qu'on est en veille de week-end, parce qu'on est en changement d'heure ou changement de service, parce que tout un tas de mauvaises raisons, l'accueil n'est pas fait, et la victime qui se rapproche de la police et qui a le courage d'y aller, parfois elle peut être dissuadée d'aller plus loin. L'idée qui nous est venue, et c'est une idée concoctée avec le commissaire de police, le commissaire chef de district, c'est de faire en sorte qu'un policier soit présent à l'hôpital. C'est peut-être quelque chose de très étrange. Alors ça peut ne pas être un policier d'actif, mais un policier réserviste, de préférence du commissariat local, qui connaissent bien ses collègues, qui connaissent bien les circuits judiciaires et juridiques, et qui puissent prendre en charge cette partie-là. Donc faire en sorte que la femme victime de violence ne soit pas laissée seule à la sortie de l'hôpital, fût-ce de l'UMJ, mais puisse être accompagnée jusqu'au commissariat pour que sa plainte soit prise en considération. Donc ça, c'est un point de fragilité de notre dispositif actuel que l'on a rapidement identifié. Et enfin, pour ne pas être trop long, le troisième point, parce que je vous ai dit que le parquet est situé dans le début de ce temps long, de la reconstruction. La reconstruction, c'est aussi la protection de la victime. Aujourd'hui, le ministère nous a donné la possibilité je suis très réservé en parlant, parce que le moins ça se sait, mieux c'est, plus c'est efficace, de doter les victimes de violence d'un téléphone d'alerte ou de grand danger, pour qu'elles puissent, qu'elles doivent bien sûr dissimuler, pour qu'elles puissent éventuellement alerter très rapidement si leur agresseur ou leur ancien agresseur se manifestait à nouveau. Alors, je fais une petite incise pour vous dire que c'est une réalité et un fonctionnement, le téléphone de grand danger, qui est très pertinente dans les grandes agglomérations. Je pense notamment à Bobigny, je pense à Strasbourg, où ça a été mis en œuvre par des collègues procureurs avec beaucoup d'efficacité. Ici, je dois dire que la pertinence de l'outil, elle n'est pas aussi aiguë, tout simplement parce que en cas de violence, si vous faites le 17, si l'opérateur identifie un cas de violence faite aux femmes ou une violence conjugale, il y a une patrouille de police qui va venir. Ce qui n'est pas le cas, dans les plus grands départements. Donc, la pertinence de cet instrument, au début, elle n'est pas aussi urgente, aussi aiguë, je disais. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est un outil de tranquillisation de la victime. Aujourd'hui, les femmes qui sont dotées de ce téléphone, la pression redescend, elles se sentent rassurées et ça permet un accompagnement beaucoup plus intense et beaucoup plus suivi qu'auparavant. L'association, la CJPB, intervient lors de la remise de ce téléphone que ma collègue procureur remet en rencontrant la femme victime de violence. Et c'est vrai qu'il y a un protocole de suivi, de contact régulier avec la victime qui en est dotée, qui permet de la rassurer tout au long de son évolution, de ce temps long de reconstruction, je dirais. Vous dire aussi qu'à ce jour, aucun des téléphones n'a été déclenché par les victimes. Donc il n'y a pas eu de menace nouvelle qui est apparue et c'est une bonne chose. Enfin, après la révélation, c'est aussi, mais dans l'immédiateté d'urgence, c'est aussi l'hébergement. Et c'est vrai que sur ce point-là, ça a été indiqué notamment par l'association Intervert que je salue, toute l'énergie qu'il déploie pour faire en sorte que une femme victime de violence, qu'on ne peut pas laisser au domicile, parce qu'il y a des situations, il faut le comprendre. Enfin, moi je veux bien qu'on dise oui, mais c'est l'auteur qui doit quitter le domicile. Il y a des fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Juridiquement, c'est pas possible, matériellement, c'est pas possible. La femme elle-même ne veut plus rester dans le domicile où elle a été violentée, où elle a été brutalisée.
et il faut trouver en urgence, le vendredi j'y reviens, une solution d'hébergement. Il se trouve qu'en 2017, en lisant le rapport d'Atterbert, tout simplement, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque cruel de place, ou en tout cas qui n'était pas ciblé pour l'hébergement des femmes qui avaient subi cela. La CJPB nous alertait aussi sur ce manque. Donc je dirais qu'on a pris l'initiative en trouvant des financements complémentaires à ce qui existe déjà. Il y a un dispositif qui existe mais qui nous semble insuffisant. On a trouvé des financements complémentaires. Et là encore, quelques remerciements, tout simplement. Mais je sais qu'il a inauguré votre journée. Le maire de Bayonne, au nom de la communauté d'agglomération, s'est proposé pour le financement d'un appartement, d'un T4, qui peut accueillir 3 femmes avec des enfants. Donc une solution qui nous permet d'avoir un panel de solutions plus dense. De la même manière, le maire d'Anglet, en tant que président de l'Office 64 de l'habitat, nous met à disposition un logement HLM en accès direct, sans délai d'attente. Le vendredi soir, c'est quelque chose qui est réalisable. On peut reloger une femme et sa famille, ses enfants, plusieurs qui ont été victimes de ces violences. Donc tout ça pour vous dire que ce poste d'observation, bien entendu je ne parle pas du traitement qui est fait aux auteurs, mais bien sûr que ce ne sont pas des comportements acceptables. On ne peut pas se résigner à avoir 200 affaires de violences faites aux femmes, des violences conjugales, sauf que les victimes, effectivement, c'est toujours des femmes, par an, avec, je le rappelle, sur notre ressort, un meurtre par an, tous les ans. Tous les ans, on déplore une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, ex-conjoint, concubin ou mari, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, sans forcément d'ailleurs, je le dis, qu'il y ait eu un passé de violence, en tout cas connu de la justice ou de la police. Sans forcément ça. Donc ça, on ne peut pas se résigner à ça. Moi, depuis, je suis magistrat, enfin, je crois, tous les ans, ou en tout cas à chaque ministre de la Justice, qui prend en considération cette problématique, en tout cas depuis les 10 dernières années, une circulaire intervient pour dire ô combien il est important d'avoir une politique pénale ferme, que l'on a ici à Bayonne, et qu'il faut se préoccuper de ce temps court, de ce temps long dont je vous parlais. Néanmoins, depuis 4 ans en tout cas, je vois le nombre d'affaires qui ne baisse pas, bien au contraire, qui régulièrement, tous les ans, dramatiquement augmente. Alors, moi je veux quand même y voir quelque chose de positif, je veux y voir le travail de l'association, je veux y voir le travail de l'hôpital, je veux y voir le travail de formation, d'information, d'ouverture de la parole qu'on a connu sur d'autres secteurs, je pense autour des années, à la fin des années 90 sur les violences sexuelles, les viols, les agressions sexuelles. Je veux y voir ça, avant d'y voir une augmentation des faits. Et je suis persuadé que c'est peut-être la récompense de tout le travail des acteurs, de nos partenaires sur ce sujet. Voilà, j'ai été trop long. En tout cas, on comprend bien que avec tout ce que vous avez dit, on peut l'applaudir, tout ce que vous avez cité, on comprend bien que le chemin est encore long, qu'il y a encore des besoins, que si le service se met en place, toutes les actions continuent à se développer, il y aura peut-être moins de dossiers qui arriveront au parquet, qui seront traités avec moins d'urgence et que ce sera mieux, bien sûr, pour tout le monde. Voilà, donc je pense, oui, Chabi. Pardon, je voudrais quand même vous poser une question pour savoir si c'est faisable, parce que dans la logique de ce que vous développiez à l'instant sur les modalités de dépôt de plainte, et on comprend bien effectivement qu'une femme victime de violence, quand elle est dans cette situation de stress, aller à un commissariat, c'est compliqué. Donc le fait de faire venir un policier qui soit d'active ou de réserve ou un gendarme dans une cellule de l'hôpital où elle est accueillie, ça me paraît effectivement une très bonne idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de pousser la logique à son terme et que le dépôt de plainte puisse se faire dans l'enceinte de l'hôpital sans qu'elle ait besoin d'aller jusqu'au commissariat? Alors, je dirais que c'est une très bonne idée. Néanmoins, elle se heurte à un problème. Alors je vais revenir, je vais détendre l'atmosphère, je ne sais pas si c'est la détendre, mais sortir du cadre des violences faites aux femmes, mais parce que là aussi on ne le dit pas assez souvent, les fêtes de Bayonne,
vous savez que les fêtes de Bayonne, pendant très longtemps, c'était les viols des fêtes de Bayonne. Hein. On venait à Bayonne pour violer. En travaillant un peu, en changeant la manière de faire, on s'est rendu compte de quoi? Et c'est aujourd'hui la réalité des viols, entre guillemets, des fêtes de Bayonne, c'est qu'il y a des comportements qui sont admissibles et qui sont délictuels. Néanmoins, sur à peu près tous les ans, et depuis 3 ans c'est à peu près la norme, sur 6 affaires signalées de viol ou d'agression sexuelle, il se trouve qu'en menant des enquêtes approfondies grâce à l'imagerie, les caméras, la vidéosurveillance, on arrive très rapidement, enfin les enquêteurs arrivent très rapidement à se rendre compte que 4 n'en sont pas. Voilà. Donc il y a 2 affaires, effectivement, qui méritent attention, qui sont réprimées si on trouve l'auteur, et qui continuent en enquête. Mais sur les 6 affaires, c'est des chiffres approximatifs, sur à peu près 6 affaires de viol, donc vous entendez parler dans la presse. Hein. Je ne vais pas revenir sur, il y a 2 ans ou 3 ans, le premier viol des fêtes qui était annoncé par Sud-Ouest, que je salue au passage, qui indiquait un viol, donc un garçon qui s'était violé par un autre garçon. Voilà. Bon, il se trouve qu'au bout de 2 jours, il n'en était rien. Il n'en était rien. C'est un garçon qui était avec des amis, voilà, qui était homosexuel, enfin, on va dire, et qui n'osait pas l'avouer. Il a eu une relation avec l'autre garçon, et pressé par ses amis, il s'est retrouvé à la porte du commissariat pour déposer une plainte qui n'en était pas une. Il est revenu après pour nous dire, écoutez, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc c'est vous dire que la question posée, elle est très pertinente, et la proposition. Néanmoins, je crois qu'on aurait du mal à détecter ces cas-là où il y a des fausses déclarations, et ça arrive. Enfin, on parle vraiment sans aucun tabou. C'est sûr, quand une femme victime a les traces marquées sur elle, voilà, on s'en rend compte très rapidement. Après, lorsqu'on rentre dans un contexte de divorce, où la plainte est un moyen de priver l'autre conjoint des enfants, alors c'est vrai dans les 2 sens d'ailleurs, hein. Donc on va déposer plainte pour une agression sexuelle, pour des coups, et en réalité on se rend compte après enquête qu'il n'en est rien. Je pense que si on arrivait à déposer une plainte dans un hôpital, puis bon, c'est pas le lieu, c'est pas le lieu. L'hôpital doit rester un endroit de soins, d'attention à la personne, même si on a greffé notre UMJ, mais c'est prendre en charge les victimes sur un plan médico-légal, c'est aussi les prendre en charge et prendre soin d'elles. Donc on est toujours dans la démarche. Les techniques d'enquête et d'audition, elles sont ce qu'elles sont. Elles visent aussi, par des techniques très particulières, de voir si la personne qui est en face raconte la vraie histoire ou pas. Donc je pense que ça fragiliserait cette partie-là. Voilà. Oui, juste vous approchez pour prendre le micro, que tout le monde vous entende dans la salle. Juste pour répondre un petit peu à votre suggestion, c'est que jusqu'à présent, effectivement, c'est pas simple d'aller déposer plainte. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer la gendarmerie de Marac qui se situe à côté de l'hôpital et le commissariat de Bayonne, où on a essayé de mettre en place une espèce de rendez-vous, si vous voulez, pour que les victimes soient accueillies quand elles souhaitent aller déposer plainte. C'est-à-dire qu'on les téléphone au préalable et la victime, quand elle se rend vers les forces de l'ordre, elle est attendue et ça facilite le dépôt de plainte. Voilà. Mais voilà, je pense que on a fait peut-être pas le tour de la question, mais en tout cas, on va vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Et sous vos applaudissements, on va terminer la deuxième partie de cet après-midi.